En plein parc vous est présenté par Horizon Lucier et les vêtements sport Alizé. Je m'appelle Suzanne. Suivez-moi. Hey, allô Suzanne? Salut, ça va? Ben oui, Je le savais. on avait déjà commencé à travailler là-dessus. Ben, c'est ce que je pensais. Bon, Là, on va commencer par t'installer les pédales, puis après ça, je te montrer les souliers, puis je peux t'expliquer le pourquoi du soulier de vélo. ouais, c'est ça, parce que je suis encore sceptique. Le soulier de vélo, il y a plusieurs avantages là, par rapport à un soulier conventionnel. La plus grosse différence, c'est que la semelle est beaucoup plus rigide. Ça permet donc d'être un peu plus efficace, mais surtout pas mal plus confortable quand on roule longtemps. On va avoir moins les orteils qui vont avoir tendance à cramper ou le pied qui va se déformer là, quand on pèse sur des pédales. Puis ben là, le fait qu'on va être pris sur la pédale, évidemment, ça nous permet d'optimiser beaucoup le coup de pédale lui-même. Fait qu'on n'a pas le choix quand on prend des souliers de vélo spécialisés pour le vélo, il y a les pédales avec la fixation. Ceux qui sont pas trop sécures ou qui veulent juste investir moins d'un coup, ils peuvent commencer avec un soulier de vélo, l'utiliser avec leur calpier traditionnel, puis éventuellement changer pour des pédales automatiques. OK. Ce que je te propose comme pédale, aujourd'hui, c'est une pédale qui a un côté où on a le mécanisme de clip, puis l'autre côté, on a une pédale conventionnelle. Donc, si tu utilises ton vélo en gogoune ou avec des souliers ordinaires pour aller à l'épicerie, au dépanneur ou juste faire une petite promenade, ben, tu peux l'utiliser quand même. Et dans les souliers de vélo, on a deux grandes familles, là, ce qu'on va appeler les souliers de vélo de route, où on va avoir une semelle qui est rigide avec aucun crampon. C'est des souliers qui sont plus légers qu'on va plutôt réservé à des utilisations, c'est ça, de vélo de route, des gens qui vont juste s'entraîner ou qui vont embarquer sur un vélo, aller pédaler puis qui débarquent leur vélo, qui n'auront pas trop à marcher avec les souliers. L'autre style, c'est des souliers avec lesquels on va pouvoir marcher, donc qui vont avoir une semelle cramponnée, qui vont être pas mal plus stables. Et puis, le système de fixation sur la pédale est un peu différent, il va être plus petit, puis il est inclus dans la semelle, donc on peut marcher avec le soulier sans qu'on soit incommodé par ça. On va utiliser des bas qui sont plutôt minces. Là, OK. là je vois que tu as un bas un peu épais, mais c'est pas si mal. C'est souvent une question de goût, mais en général, avec la chaussure mince, on est capable d'avoir que le pied va bouger moins dans le soulier de vélo. Les souliers de vélo, d'habitude, à moins qu'on ait à marcher beaucoup avec, on va les prendre un peu plus ajustés qu'un soulier ordinaire pour être sûr que le pied tienne vraiment bien. Okay. Dans le cas d'un soulier de vélo de route avec lequel on ne marchera presque pas, on peut se permettre que les orteils frottent le bout du soulier. C'est vrai que c'est bien ajusté, mais c'est pas trop serré. C'est bon, ça? Les velcro sont confortables. Ah ouais, c'est franchement, Excellent. c'est rare que j'enfile des souliers puis que ça le fait tout de suite. Tu connais le chemin pour te rendre là? Oui, on va s'organiser quelque chose. On va prendre la navette au parc Belle-Rive, qui est dans l'est, au sud-est de Montréal. OK. Et puis on va arriver à l'île Charon, donc pointe ouest de l'île. Parfait. La navette, à part à quelle... La navette est aux heures dans les jours d'achalandage, donc on devrait être bon pour prendre celle de midi. On va essayer, on va rouler. Ouais, en plein parc! Sur la rue Villeray à Montréal! Ouais, on va profiter pour prendre une crème glacée. Tu prends des billets, hein, pour la navette? Oui, la billetterie juste ici.
va arriver ici, à l'île Charon. Le parc des îles de Boucherville, c'est les 5 îles. L'île Charon, l'île Sainte-Marguerite principale, l'île Pinard de la commune Grosbois. Puis la piste, elle va nous permettre de toutes les rejoindre. Ah oui, elle fait tout le tour, elle passe partout, partout. Si ça tente, on va aller jusqu'à l'île Grosbois. Ben oui. Celle qui est plus à l'est. C'est pas ce qu'on voit ici, c'est juste avant les chenaux où on peut aller faire du kayak aux îles de Boucherville. Fait que donc ça on fait est pas partie du parc. assez bien protégé ici, on va en kayak. Là. Ah oui, tout à fait. Il n'y a pas de vent du tout. Tu es vraiment là, à l'intérieur, à travers... ça fait penser à des bayous un peu. Tu te promènes à travers des herbes hautes, puis tu n'as vraiment pas l'impression que tu es à côté de Montréal. C'est incroyable. Ouais, c'est pas long, hein? Ça a fait le prix même pas 15 minutes. Ouais. On est à 20 minutes du centre-ville, c'est assez incroyable. C'est ça qui est étonnant. C'est pour ça que je tenais absolument à ce qu'on y vienne en vélo, parce que on s'imagine pas comment c'est à côté. Puis, tu sais qu'il y a à peu près 20 km de pistes cyclables ici. Oui. Ce sont les mêmes 20 km de randonnée pédestre aussi. OK. En plus, tu peux faire du kayak, du canot, du rabasca, puis t'as vraiment pas l'impression d'être à 20 minutes. Oui, on débranche complètement, là. Ouais. Quand tu arrives tôt le matin ici, là, tu tombes inévitablement nez à nez à un renard. Ça se pourrait même qu'il y en ait quelques-uns qui viennent nous voir. Ils sont rendus pas mal... pas très farouches, disons. Avec là, on est arrivé au bac à câble. On traverse sur la prochaine île. Oui, là, on a passé en arrivant à l'île Charon, l'île Sainte-Marguerite. Là, on va traverser à l'île Pinard, ensuite de la commune, puis là, on va arriver à Grosbois. Parfait. Ouais. Ici, il y avait un parc d'attractions, un vrai. Un parc d'attractions. Comme la ronde. Wow! Oui, ça s'appelait le parc King Edward. OK. Il y avait des montagnes russes. Il y a 100 ans? Il y a 100 ans. Il y avait des montagnes russes hautes de 24 mètres. Il y avait des manèges, il y avait une piste de course. Wow! Ici, à l'île Grosbois. OK. Là, il ne reste rien, par exemple. Il n'y a pas de vestige de rien. Aucun vestige de ça. Donc, l'ancêtre de la ronde. L'ancêtre de la ronde était aux îles de Boucherville. Regarde, les gens ils sont en kayak en bas. Ben oui. Je te regardais aller, t'as l'air d'avoir eu ça toute ta vie, les souliers, ça va bien? Ça va très bien. Je suis étonnée de voir comment, en effet, c'est beaucoup plus performant là, sur... C'est pas trop traumatisant d'apprendre à apprivoiser ça? Pas du tout. C'est bon. Tu m'as eu, ça y est, je suis rendue. On était en randonnée en canot. Une randonnée qui fait découvrir les marais du parc, faire découvrir la faune, la flore, tout ça. Puis à un moment donné, on était 4-5 canots à suivre comme ça à la queue leu-leu. Un grand héron était sur la berge. On s'est dit, waouh, bonne occasion de l'observer. On va tout doucement, on reste à distance pour ne pas l'effrayer. Mais celui-là était particulièrement attentif. Il y avait quelque chose dans l'œil. On voyait qu'il avait repéré quelque chose dans l'eau. Là, Mané s'est immobilisé. Il a préparé son bec. On s'est dit, bon, le temps est venu, on va peut-être voir pêcher l'animal. À un moment donné, tout à coup, pouf, le bec rentre dans l'eau, la tête complètement submergée.
Et qu'est-ce qui sort de là? Là, on s'attendait, on va voir la proie qu'il va capturer. Hein? Ça peut être grenouilles, poissons, des insectes. Puis quand il a sorti la tête, quelle ne fut pas notre surprise de voir un rat musqué dans le bec. Il le tenait par la queue, il l'a échappé une première reprise, il a recapturé l'animal, il l'a sorti de l'eau, sur la berge, il a marché avec, il s'est mis à le picosser 3-4 fois. Tout un animal. On était complètement figés dans nos embarcations, un peu mal à l'aise, sachant pas trop quoi faire. On l'aide-tu, on l'aide-tu pas? Qui qu'on va aider d'un deux? En tout cas, l'animal était comme en convulsion sur la berge. De tous ses membres, il bougeait, mais il était tout désarticulé. Il était plus capable de se remettre sur ses pieds, rien. On se demandait quelle allait être la suite des événements. Puis finalement, le grand héron, il l'a laissé là. Il l'a laissé sur la berge, puis il s'est envolé. Puis le lendemain, quand on est revenu, le rat musqué est encore là. Il était mort, bien sûr, de ses blessures. Puis le grand héron l'a laissé là. Je crois pas qu'on ait eu affaire dans l'avortement de son repas. J'ai l'impression qu'il s'est dit peut-être c'est un peu gros. Est-ce qu'il a vu juste la queue pensant avoir affaire à un petit poisson, une couleuvre ou quelque chose comme ça? Aucune idée. Oh, regarde. Oh! Pauvre petite bête. Elle s'est probablement heurtée sur la fenêtre qui est juste à côté ici. Quand ça arrive régulièrement, les oiseaux, ils vont heurter les fenêtres sans les voir. Un petit colibri! Oui, c'est un petit colibri. C'est ce qu'on a de plus petit comme oiseau au Parc national, ici. Tu y touches pas avec tes mains? Bien, idéalement, les oiseaux trouvés comme ça au sol, c'est préférable de les manipuler avec des gants ou avec d'autres objets pour éviter le contact. On entend beaucoup parler de ce temps-là du virus du Nil occidental. Il n'y a pas vraiment de danger, semble-t-il, de contact entre l'oiseau et l'humain, mais c'est préférable d'éviter les contacts. Hey, c'est beau le rouge qu'il y a sur sa gorge. Exact. C'est la seule espèce qu'on a au Québec, c'est le colibri à gorge rubis. C'est très, très, très flamboyant, très joli. Magnifique. Ouais. J'ai repéré ce matin un nid d'oiseau. Ah oui? Oui, juste dans un petit conifère à l'entrée, on va aller voir ça. C'est un jeune chardonneret, on voit les ailes plus foncées. En principe, les oiseaux n'ont pas d'odorat, donc on suggère aux gens, si jamais ils peuvent retrouver le nid d'où vient l'oisillon, de le remettre dedans, quand ils sont très petits. Mais si on voit qu'ils sont quand même assez emplumés, on les laisse aller parce que c'est normal, généralement, que les oiseaux quittent le nid avant d'être capables de voler. Allez, hop, allez. Les opérations de sauvetage comme ça, ça arrive de temps en temps. Oui. Tiens. Hey, c'est ça la petite mousse qu'on voyait dans le fond du nid. Exact. C'est des chardons? Alors, tu vois, il y a plusieurs plantes qui produisent cette espèce de... Le terme exact, on appelle ça du duvet végétal. Alors, ça se trouve à être une substance accrochée après la graine qui permet à la graine, finalement, de voyager. Et les oiseaux, bien, tu peux imaginer comment ça peut être utile pour eux. Je là, comprends donc. Ça c'est un indice qu'on trouve énormément au Parc des Îles de Boucherville. On les trouve même régulièrement en plein centre d'une piste cyclable, sur les pistes de randonnée pédestre, à des endroits vraiment très, très visibles. Parce que l'animal, bien sûr, qui les fait exprès pour comme déterminer son territoire avec ses excréments comme ça. Si j'essaie d'y aller par déduction, vous avez des cerfs de Virginie, ça fait des petits crottins. On a vu les petits crottins tantôt, en forme de glosette. Ouais, les tortues, ça fait pas ce genre de crotte-là. Non, pas du tout. C'est un animal assez gros quand même. Oui. C'est un prédateur. Si on voit, regarde, il y a beaucoup, beaucoup de poils dans le crottin, ce qui nous laisse supposer que l'animal a mangé vraiment une petite proie. Ça serait un renard? Exact. C'est tout simplement le crottin de renard. On peut les reconnaître au fait que d'un côté, souvent, il y a un bout pointu par rapport à l'autre côté. Puis on voit, c'est ça serait quoi, des petites campagnols qui auraient mangé? Parce qu'on voit vraiment les poils. C'est pas facile à déterminer. L'idéal, ce serait de trouver un ossement important là, qui nous permettrait de l'identifier. Ça arrive, ça, que tu peux voir des ossements dans les excréments? Bien, dans les excréments de renard, moins, parce que la digestion est quand même assez complète. C'est différent peut-être d'une boulette de régurgitation, d'un hibou, où là, il y a vraiment des os complets. Mais dans le crottin, on n'en trouve généralement pas très fréquemment. Mais on peut dire que le campagnol est une des proies très, très abondantes dans le parc. Communément appelé mulot, là, petit rongeur, très, très commun. Alors, il n'est pas rare de voir des femelles tortues au printemps. On parle du mois de juin, qui est la période de ponte, là, sur le bord des pistes cyclables, dans des carrés de sable. Tout matériau quand même facile à travailler pour que la femelle puisse se creuser un terrier pour y pondre ses œufs. Mais c'est gros, je suis étonnée. Moi, je m'attendais à des petits œufs. Oui, mais c'est une grosse tortue. Hein. La chélyrdre serpentine, c'est une tortue qui atteint quand même des bonnes tailles. De quoi qu'elle se nourrit, la couleuvre brune? Les couleuvres en général? Généralement, les couleuvres, c'est des consommateurs
Les petites couleuvres vont manger des vers de terre, des insectes, des limaces, des choses comme ça. C'est magnifique. C'est beau. Je pensais que les couleuvres, ça mangeait des oiseaux. Non, il y a des espèces de serpents aux États-Unis, par exemple, qui vont consommer des petits mammifères, des oiseaux. Au Québec, il y a peut-être juste la couleuvre tachetée qui serait capable de tuer une proie assez grosse, comme un petit rongeur ou quelque chose comme ça. Mais en général, au Québec, nos couleuvres, c'est des consommateurs d'insectes ou d'amphibiens, des fois des grenouilles, des salamandres, des choses comme ça. Tiens, on est arrivé. Les indices au niveau des animaux, c'est principalement chez les mammifères qu'on va les retrouver. Mais ça arrive occasionnellement, comme tu peux voir ici. On a un indice de la présence d'un reptile. Généralement, les tortues perdent les écailles une par une, alors que les couleuvres, comme on peut voir, ils perdent leur peau là, Ils muent totalement. Oui, quelquefois au cours de l'été même. Ça peut être 2, 3 mues par année, dépendamment de leur alimentation, de la qualité de leur nourriture. Mais ils ne sont pas dangereux. Absolument hein, pas. Non. Ah, les non. gens pensent qu'ils sont Mais venimeuses. Puis, on n'a pas de couleuvre venimeuse, mais je vais t'en montrer un animal venimeux, par exemple. T'aimerais-tu ça voir ça? j'aimerais J'en ai ça. un à te montrer. Ah oui? Oui, viens voir ça. J'ai fait la découverte ce matin d'un spécimen dans la piste cyclable. Je suspecte qu'il puisse avoir été tué par un prédateur. Ça peut être un renard, moufette, raton laveur, qui sont les prédateurs de ces petites bêtes-là. C'est ça ton animal venimeux? Eh oui. Ben voyons donc. Regarde la façon de le reconnaître. La queue très, très courte, différent des souris qui ont généralement des queues très longues. Ouais. Et regarde le museau très pointu. Caractéristique d'une famille de petits mammifères qu'on appelle des musaraignes. Mais ce que tu as devant toi, c'est une des plus grandes musaraignes qu'on a au Québec. Alors, les musaraignes sont des très petits mammifères. Grande musaraigne. Ouais, celle-là, elle est grande. Et Ça, c'est ce qu'il y a de pas particulier avec les musaraignes, c'est que dans leur salive, ils ont dans la salive un venin qui leur permettent de paralyser leur proie avant de les consommer. Mais, évidemment, on s'entend, un venin qui est en très petite quantité, c'est-à-dire que si un humain se faisait mordre, par exemple, ce ne serait pas dangereux. OK, pour nous, Non. c'est pas Ça ferait une rougeur. pour nous. Non, pas du tout. La quantité n'est pas suffisante. Mais c'est un animal qui peut tuer des proies quand même assez grosses. Ben, Une j'imagine. souris, Peut-être puis- pour ça qu'elle a un venin, justement, Absolument. pour avoir un effet Pour encore faciliter la plus, capture des proies. Une fois morte, la grande musaraigne, elle ne sent pas très bonne. Elle a une drôle d'odeur. Fait que souvent, les prédateurs, une fois mortes, font comme... Oups! Ils n'ont pas envie de la manger. Fait qu'on peut en découvrir comme ça, qui ont été carrément abandonnés. Ouais. Les mouches avec un reflet métallique vert-bleu comme ça, c'est ce qu'on appelle des mouches à viande. Et elles sont attirées par des odeurs fortes. Elles viennent pondre leurs œufs sur le cadavre et la larve va se nourrir carrément de l'animal mort. Ben, voyons. C'est ce qu'on voit quand on retourne un animal mort, on voit souvent des petits vers blancs. Ouais. C'est des bébés mouches, ça. Ah! C'est ce qu'on appelle des asticots. Alors, il y a toute une... C'est un cycle. Alors, la petite musaraigne, la grande musaraigne va se faire décomposer, va retourner en sol, va renourrir le sol, etc. Et ça recommence. Et ça recommence. Eh oui. Ainsi va la vie. C'est assez étonnant. Hein? Le Parc national des îles de Boucherville, c'est un tout petit parc, 8 km² seulement, mais il y a tellement de choses à faire. Mais c'est pareil pour la région dans laquelle se trouve le Parc national des îles de Boucherville. Et cette région-là, c'est la nouvelle ville de Longueuil. Et ça comporte maintenant les villes Saint-Lambert, Saint-Hubert, Greenfield Park, Ville-le-Moine, Boucherville, Saint-Bruno et évidemment la ville de Longueuil. Il y a le Parc national des îles de Boucherville, mais il y a aussi le Parc national du Mont-Saint-Bruno. Il y a le Parc régional de Longueuil, magnifique parc. Il y a des marinas, il y en a quelques-unes. Pour les jours de pluie, il y a des musées. Je pense par exemple au musée co-cathédrale Saint-Antoine qui, lui, est situé à Longueuil. On retrouve des vestiges religieux. On retrouve aussi des fondations du fort de Longueuil. Il y a le musée Marcille à Saint-Lambert sur le textile. Et une belle découverte que j'ai faite aussi, ça c'est quand je suis allée au Parc national du Mont-Saint-Bruno. On est quand même tout près de Montréal. J'ai découvert des cultivateurs chez qui on peut aller faire de l'autocueillette. Il y en a aussi à Saint-Hubert. Il y a de l'autocueillette de fraises. Pour l'automne aussi, il y a des gros champs de citrouilles. On peut aller chercher sa citrouille pour l'Halloween. Et il y a des golfs. Il y en a 7 en tout dans la nouvelle ville de Longueuil. Il y en a même un ici au Parc national des îles de Boucherville, le golfe des îles. Four! Le gros poisson.
Pour plus d'informations ou pour faire une réservation dans le réseau de nos 22 parcs nationaux, vous pouvez vous adresser directement à Parc Québec. Ça devient tellement calme ici des fois. Le matin, la fin de journée. On peut faire tout le tour des îles ici si on veut. Ça prend 2h30 à peu près à faire. Ça s'adresse à tout le monde. Tu travailles au centre-ville de Montréal, t'embarques dans ta voiture, tu fais même pas 20 minutes de route, tu te retrouves ici. C'est ça qui est capoté pareil. À côté de la ville comme ça, de Montréal, il peut y avoir un milieu où tu retrouves des castors, des cerfs de Virginie, 240 espèces d'oiseaux, des rats musqués. D'ailleurs, ça se peut qu'ils en sortent aujourd'hui, les rats musqués. Ça rentre dans l'eau, là. Pouf, pouf, pouf. Ils ont peur un peu quand on passe en kayak. Kayak, on est littéralement assis dans l'eau. Ah, l'eau arrive ici, là, sur le côté, puis on est dedans. J'ai l'impression d'être, pour faire mon ésotérique, là, d'être plus branchée, groundée avec la nature parce que je suis dedans, là, dans l'eau. Je sais pas, c'est l'énergie qu'on sent, on dirait. En kayak, je ressens souvent ça. En plein parc vous a été présenté par les Vêtements Sport Alizé et Horizon Lucier.